Dans le Nord Kivu, nouveau combat ce mardi à Rutshuru entre les FARDC et les rebelles du M23. En position de force, l'armée régulière est en train de pourchasser l'ennemi. Au Congo central, viol d'une étudiante de l'Ista Gombe Matadi suite aux accrochages entre les étudiants et les autochtones après une marche de ces étudiants pour revendiquer la délocalisation de leur établissement supérieur vers Mbanzangungu. Opération Berkane au Mali, les derniers soldats français ont quitté Bamako hier lundi. Ce retrait des troupes françaises met fin à une intervention commencée en 2013 pour lutter contre le terrorisme. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Conférence internationale sur la sécurité. Les délégués de plusieurs pays du monde sont arrivés à Moscou depuis hier lundi. C'est le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda, qui représente la RDC à ses assises de 5 jours en Russie. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants séjourne à Moscou depuis hier lundi. Gilbert Kabanda Kourenga devra prendre part à une importante conférence à l'échelle planétaire aux côtés de plusieurs participants venus d'autres pays du monde. Gilbert Kabanda profite des idées pour étaler l'épineuse question de l'insécurité en RDC. D'une pierre deux coups, les participants vont plancher dans le cadre des journées mondiales dites armée et peuple. Occasion à ne pas rater pour le chef de l'outil de la défense congolaise qui fera entendre la voix de son pays pendant ces 5 jours de travail. Assises qui se tiennent une fois l'an. Arrivé à Moscou par l'aéroport de Domodedovo de Moscou, le Congolais Kabanda a échangé avec les chargés d'affaires de la RDC à Moscou, représentant l'ambassadeur en mission à Kinshasa. De nouveaux combats ont été enregistrés ce mardi dans les territoires de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, entre les FARDC et les combattants du M23 et leurs alliés. D'après le colonel Njiki Kaiko, porte-parole des FARDC, qui est sur place, c'est vers 3 heures du matin que les FARDC ont identifié l'ennemi qu'elles sont en train de poursuivre depuis les ponts Wanguba à Tanda et vers Muimbira, à une vingtaine de kilomètres de Rutshuru centre. Vous êtes porte-parole des FARDC, colonel Njiki Kaiko. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, vers 3h20 du matin de ce mardi 16 août, 3 de nos positions se trouvant à Rwanguba, Rangira et Muhibira ont été attaquées simultanément par le M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise en violation de la trêve imposée par les sommets des chefs d'État de Nairobi, dans le cadre, bien évidemment, de l'Est African Community. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent professionnellement toutes ces positions et contiennent l'ennemi dans ses positions initiales. Il est vrai qu'au regard des tirs aveugles de l'ennemi, la population devait se mettre à l'abri de ces tirs. Et voilà pourquoi il y a eu ce mouvement de population. Colonel Njiki Kaiko, merci. Nous allons rester sur place à Rutshuru pour parler économie cette fois-ci. Le prix de plusieurs produits alimentaires est revu à la hausse, notamment celui du sac des haricots qui a doublé. Cela fait suite à l'instabilité de la situation sécuritaire qui connaît ces territoires depuis la résurgence du mouvement du 23 mars. Les habitants de ces coins demandent l'implication des autorités à tous les niveaux. Un sac de haricots de 100 kg qui s'est vendu localement à $50 à Rutshuru coûte actuellement $100. Les autres produits agricoles dans le même territoire prennent aussi l'ascenseur, une situation consécutive à l'instabilité sécuritaire qui connaît ces territoires depuis la résurgence en mars dernier de la rébellion du M23 et les mouvements massifs de population paysanne abandonnant leurs champs.
Une autorité locale alerte sur les conséquences de cette situation pour la ville de Goma et même la province du Sud Kivu, en invitant le gouvernement à trouver une solution urgente face à cette situation, car ces drames au Nord Kivu ne permettent pas aux paysans d'avoir accès à leurs champs. Pour rappel, le territoire de Rutshuru est le deuxième territoire agricole dans le Nord Kivu, après Masisi en termes de produits agricoles. Bénéficiaire d'une ordonnance d'assignation en résidence surveillée depuis le vendredi 12 août dernier, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, est toujours à la prison centrale de Makala où il a passé sa 4e nuit. Son parti exige le respect de la loi en la matière. Ghislain Mwangi est le porte-parole d'Alliance pour le changement. Il a été joint au téléphone par Plamedi Mabaya. L'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, qui est le président de l'Alliance pour le changement, se trouve encore malheureusement au centre pénitentiaire de Makala. Contrairement à l'ordonnance rendue depuis vendredi 12 août 2022, l'assignant à résidence surveillée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes face au parquet général, près la Cour de cassation, qui fait obstruction nette à cette ordonnance par les dilatoires. Nous n'avons pas compris comment, depuis que le greffier de la Cour de cassation avait signifié à l'officier du ministère public cette ordonnance, ce dernier s'est mis carrément à lanterner son exécution parce qu'il est juste question qu'après qu'il soit signifié, que l'officier du ministère public puisse lever les mandats d'arrêt provisoire et relaxer l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. Aujourd'hui, 3 jours après, et les bureaux viennent de fermer, le même magistrat instructeur a fait attendre toute une journée les avocats conseils de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound pour, à la fin, reporter à demain la réception ou carrément l'entérinement de cette procédure. Et en le renvoyant carrément voir le procureur général qui est son chef. Nous demandons, est-ce que ils ont juste été snobés toute une journée par ces magistrats. L'Alliance pour le changement prend acte de ces irrégularités et dénonce avec fermeté cette injustice et décrit encore une fois de plus à l'instrumentalisation de la justice. Et je le disais au sommaire, manifestation des étudiants des Lista Gombe Matadi au Congo central qui revendiquaient la délocalisation immédiate de leur établissement supérieur vers Mbanza-Ngungu et la démission du directeur général Abbé Mabungu. La situation a dégénéré à des multiples accrochages entre les manifestants et les autochtones. Une étudiante a même été violée. Le député national Adrien Poba est joint au téléphone par Toms Massivi. Des échauffourées très graves ont eu lieu ce vendredi et samedi à Lista Gombe Matadi au Congo central à la suite d'un non-accord entre les étudiants et les enseignants qui veulent que cette institution académique soit transférée à Mbanza-Ngungu et dont leur directeur général ainsi que les chefs de secteur s'opposent à cette délocalisation. Après l'intervention du directeur général sur vos antennes, refusant cette démarche de délocaliser Lista Gombe Matadi à Mbanza-Ngungu, les étudiants en colère ont manifesté contre le propos du refus de leur directeur général. Ce qui est malheureux, c'est que la marche a dégénéré aux incidents très graves, avec un bilan pitoyable de plusieurs blessés et une jeune fille étudiante de GD déshabillée, molestée, violée par les villageois comme c'était dans l'histoire de Saint-Étienne dans la Bible. Nous disons non à cette pratique qui dénigre le droit de la femme pourtant garanti par notre Constitution. Voilà pourquoi, tout en condamnant l'acte, nous demandons au gouvernement provincial du Congo central de pouvoir se saisir du dossier, d'initier des enquêtes pour que les responsabilités soient établies, et aux membres du gouvernement central de prendre des mesures qui s'imposent, chacun à ce qui le concerne, pour que cette situation soit réglée.
Et dans la province du Haut-Ouélé, les peuples autochtones désapprouvent la cohabitation avec le Mbororo qu'ils accusent des meurtres, des destructions des champs et des forêts ainsi que des perturbations de l'écosystème. Face à cette incompatibilité, ils en appellent à l'implication des autorités tant provinciales que nationales. C'était à l'issue d'un atelier d'évaluation organisé dans les territoires des Niangara par l'ONG APERU au sujet des incidents sécuritaires survenus entre janvier et août 2022. En voici l'extrait. Nous, chefs coutumiers du territoire de Niangara réunis à l'occasion de l'atelier organisé par l'ONG APERU dans le territoire du même nom à province du Haut-Ouélé, saisissons de cette opportunité pour lancer message à l'opinion tant nationale qu'internationale. Nous réaffirmons notre désapprobation à la cohabitation entre peuples autochtones et les envahisseurs Mboro. Le premier se montra sédataire et agriculteur, contrairement au second qui nomade et éleveur. Au regard de l'incompatibilité des cultures de ces deux peuples à présence, considérant surtout le temps déjà écoulé de cette problématique Mbororo à Niangara et Dungu dans les Haut-Ouélé, sans laisser dans l'ombre léthargie observée dans la transhumance Mboro, nous continuons à enregistrer plusieurs incidents malheureux dus à la présence ou la mécanique de ces envahisseurs armés. Il s'ensuit des conséquences aussi néfastes telles que mort d'homme. D'une province à une autre, le gouvernement du Kasaï a interdit la sortie du maïs des Chikapa vers d'autres provinces de la République. Cette mesure a été rendue publique par le ministre provincial de l'Agriculture, Affaires foncières et Environnement au cours d'un point de presse animé lundi 15 août pour éviter la crise et lutter contre la hausse de cette denrée qui constitue la base de l'alimentation pour la population locale. Face à la hausse de prix des maïs qui se négocie actuellement à 20 000 francs à Chikapa, le comité de conjoncture a décidé d'interdire la sortie des maïs du Kasaï vers d'autres provinces. Une situation qui donne tout de même l'aval aux populations de territoire de Mouika, de Kessé, Ilebo et Louebo de vendre le maïs dans d'autres provinces. Ce comité a également demandé au gouverneur provincial de construire la route du corridor nord pour que le provision de ces entités arrive facilement dans la ville de Chikapa. À cette décision s'ajoute la suspension momentanée du paiement de taxes de la ville par des producteurs de maïs. Également, l'allègement à 50% de taxes urbaines pour le passage des maïs et manioc. Parmi les causes de la hausse et la rareté de cette denrée alimentaire dans la ville de Chikapa, certaines marchandes révèlent que les acheteurs de Kinshasa viennent acheter le maïs avec des remorques à un prix élevé, ce qui met en difficulté les consommateurs locaux. Situation sociale plutôt en République démocratique du Congo, les anciens retraités des 5 entreprises de portefeuille étaient en sit-in ce lundi devant le ministère des Finances. Ces derniers dénoncent la mauvaise volonté du gouvernement qui tarde à payer leurs arriérés des salaires qui vont jusqu'à 27 mois et pourtant un protocole d'accord a été signé définissant les différentes échéances des paiements. C'est en majorité des personnes des troisième âge, des retraités, issus notamment de la GECAMINE, de l'ESPT, de la BCA, de la BCC et d'autres institutions financières. Au rythme de fanfare, ils ont manifesté leur mécontentement devant le ministère des Finances pour dénoncer ce qu'ils qualifient de mauvaise foi de la part des autorités du pays. Parce que le ministère des Finances ne veut pas s'acquitter de l'obligation contractuelle de l'État pour nous payer, voilà pourquoi nous sommes là. On paye d'autres dettes extérieures et dettes intérieures concernant les particuliers, mais quant à payer les travailleurs qui ont rendu de loyaux services à l'État congolais, ça on ne veut pas payer. Alors c'est pourquoi nous en avons eu marre, nous sommes venus manifester notre mécontentement afin d'obliger le ministre des Finances à nous payer. Mauvaise volonté politique, le manque de volonté politique, la mauvaise foi du ministre démocrate
pour comprendre qu'on doit exécuter un contrat sans que l'on soit bousculé par les partenaires. Alors, voilà pourquoi nous venons maintenant les obliger à respecter les protocoles d'accord qui contraint l'État congolais à nous payer chaque mois. Au-delà des réclamations de leurs arriérés, ces anciens agents demandent aussi la révision des 3 protocoles d'accord signés avec le gouvernement afin d'écourter l'échéance prévue pour le paiement de leurs frais de retraite en tant qu'anciens agents et fonctionnaires de l'État. Autre chose, le nombre d'enfants de la rue devient de plus en plus important dans la capitale congolaise. Les chégués, comme on les appelle à Kinshasa, sont également source d'insécurité dans cette ville où ils opèrent par une ultra-violence. Qu'en est-il au juste? Nos reporters se sont rendus sur terrain pour faire un gros plan sur ces dossiers. Évalués à plus de 20 000 à Kinshasa, ces enfants de la rue se retrouvent dans l'air libre pour plusieurs raisons, notamment le divorce de parents, la maltraitance, des accusations de sorcellerie dont ils ont été victimes dans leur milieu de vie. Le gouvernement doit nous prendre en charge en nous achetant même des habits et des chaussures. Parce que ça fait mal de voir d'autres personnes s'habiller proprement et nous non. Quand mon père était encore de ce monde, je mangeais très bien. Seulement, être enfant chégué n'est pas une vie facile, car exposé à plusieurs risques, notamment sur le plan alimentaire et sanitaire. Dans le foyer, le couple, parce qu'un enfant qui ne se sent pas d'abord à l'aise dans son foyer, il voit toujours sa maman et son père se disputer à tout moment. C'est déjà un problème, l'enfant va manquer de l'affection, il va souffrir d'un problème d'attention aussi, parce que le parent se dispute à tout moment, ils n'ont pas le temps de surveiller l'enfant, où il est, qu'est-ce qu'il fait, et qu'est-ce qui le préoccupe. Ce qui est vraiment important dans la vie d'un enfant, c'est l'attention et les divertissements. Étant aussi enfants et devant bénéficier de tout le droit reconnu aux enfants, ces chégués ont aussi droit à la scolarité, dit un Kinois. Les enfants abandonnés. L'État doit faire à ce que ces enfants abandonnés soient encadrés. Coup de chapeau au gouvernement, au président de la République pour cette initiative constitutionnelle qui est la gratuité de l'enseignement, qui a fait à ce que le père des enfants, malgré les conditions, soit devant les tableaux noirs. Au regard de tout ce que ce phénomène implique, la dégradation de la situation sécuritaire, le gouvernement est appelé à agir. Et sur le continent, les derniers détachements militaires français de l'opération Barkhane a quitté lundi le sol malien au camp des Gao sans cérémonie officielle. Ce retrait des troupes françaises met fin à une intervention commencée en 2013 pour lutter contre le terrorisme. Le 17 février 2021, la France, en concertation avec ses partenaires africains et européens, constatant que les conditions politiques et opérationnelles n'étaient plus réunies pour rester engagés au Mali, ont décidé de réarticuler les dispositifs de l'opération Barkhane en dehors du territoire malien. Fin 2021, début progressif du retrait des militaires français qui, en ce 15 août 2022, prendra totalement corps. La dernière troupe de l'armée française a finalement quitté le sol malien de manière discrète, sans cérémonie, rendant ainsi les clés de ses bases à l'armée nationale. Pour sa part, France s'est dit engagée au Sahel, dans les golfes de Guinée et la région du lac Tchad, avec tous les partenaires attachés à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme. Les premiers soldats français avaient été déployés au Mali en 2013 dans le cadre de l'opération antiterroriste Serval, devenue Barkhane l'année suivante. Ainsi, les derniers partis lundi étaient basés au camp des Gao, cette ville du nord-est, située dans la zone dite des 3 frontières, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, épicentre de l'activité des groupes armés sahéliens liés à l'organisation État islamique ou à Al-Qaïda. Après les résultats définitifs de la présidentielle au Kenya remportés par le vice-président sortant William Ruto avec 50,49 voix, l'ambiance est plutôt houleuse, marquée par des désaccords au sein de la commission électorale et la population dans des rues pour contester ce résultat.
Après 6 jours d'attente et de calme, malgré l'impatience palpable, le vice-président sortant William Ruto a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 9 août avec 50,49% de voix contre 48,85% pour son rival Raila Odinga. William Ruto avait fait du pouvoir d'achat son cheval de bataille, promettant des emplois. Sitôt les résultats donnés par une commission électorale indépendante sous haute pression et agités par des divisions internes, les partisans de Raila Odinga ont laissé éclater leur déception. De manifestations secouaient plusieurs quartiers populaires de la capitale Nairobi, Martar, Kailo et Kibera. Des pneus ont été enflammés pour bloquer les rues, des boutiques fermées dans cette ville fidèle à Raila Odinga, figure de l'opposition à qui le président sortant, Uhuru Kenyatta, avait apporté son soutien pour cette présidentielle. Le président élu William Ruto avait assuré lundi soir qu'il travaillerait avec tous les leaders politiques. De ces faits, tout recours en justice doit désormais être déposé auprès de la Cour suprême dans 7 jours après l'annonce de résultats. Notons par ailleurs que si personne n'est saisi la justice, William Ruto prendra ses fonctions dans les 2 semaines prochaines. Et puis cette nouvelle qui vient de nous parvenir, on vient d'apprendre que la Haute Cour militaire vient d'accorder une liberté provisoire à François Beya, ancien conseiller de sécurité du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons y revenir avec force détail lors de nos prochaines éditions. En sport, le football club Renaissance du Congo a repris officiellement les entraînements ce lundi au stade des Martyrs de la Pentecôte, classé 16e à l'issue de la manche allée de la Vodacom Première Ligue la saison dernière. Renaissance du Congo veut faire mieux cette saison. Décimé par des problèmes en interne, le football club Renaissance du Congo veut redorer son blason lors de l'édition 2022-2023. Le club a lancé depuis hier la préparation sur terrain au stade des Martyrs de la Pentecôte sur initiative des supporters. Ça va faire supporter parce que tout de suite au bandaki déjà phase de détection de Torobaki. Donc quand ils allaient CNS, mon retard aux équipes ezui. Na moi tiraillement ils a des côtés de deux côtés. Il y a un monde qui biso ba supporter ça va coller l'équipe. Tout ça initiative d'abord il y a lancer opération d'abord il y a recrutement phase à libérer ça face à détection to bandaki déjà moi me connaissais l'équipe les autres qui clôture. Ces séances d'entraînement permettent au coach de jauger les niveaux de ces nouveaux joueurs avant d'inviter d'autres et faire jonction avec les anciens. Ça, c'est la première phase de recrutement. Ce sont des volontaires. Mais dans les volontaires, là, il y a la plupart des jeunes qui évoluent dans les championnats provinciaux de la ville de Kinshasa, qui est les PEFKIN. Donc, deuxième étape, ça sera les joueurs qui ont évolué en Ligue 1, y compris Ligue 2. On va essayer aussi d'évaluer. À partir de là, ça va nous permettre à constituer une groupe un peu efficace pour aborder cette saison. Le Conseil national des supporters prend à bras le corps l'équipe en organisant des entraînements avant la convocation de l'Assemblée générale ordinaire qui permettra aux Rennais de faire les bilans de leur parcours au championnat d'élite la saison dernière. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Dans le Nord Kivu, nouveau combat ce mardi à Rutshuru entre les FARDC et les rebelles du M23. En position de force, l'armée régulière est en train de pourchasser l'ennemi. Au Congo central, viol d'une étudiante de l'ISTA Gombe Matadi suite aux accrochages entre les étudiants et les autochtones après une marche de ces étudiants pour revendiquer la délocalisation de leur établissement supérieur vers Mbanzangungu. Opération Berkane au Mali, les derniers soldats français ont quitté Bamako hier lundi. Ce retrait des troupes françaises met fin à une intervention commencée en 2013 pour lutter contre le terrorisme. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et comme tous les mardis, j'ai le plaisir de recevoir Christopher Ochokum Samassi.
Christopher qui est en train de faire son entrée. Oui, Christopher. Je te rejoins d'un coin inhabituel du plateau aujourd'hui. L'essentiel qu'il est là. Je suis censé entrer de l'autre côté, mais je suis de ce côté aujourd'hui. Vraiment. Et Christopher, bienvenue pour la revue de presse. Oui, la revue de presse qui, il faut le signaler, Nathalie Oko, n'est pas une lecture sur la ligne des articles parus dans la presse, mais bien un saut entre les lignes des articles parus selon les sujets, selon les styles, selon les rédacteurs et leur indépendance surtout. Un exercice qui n'aurait pas peut-être été facile pour moi aujourd'hui par rapport aux propos tenus par le président de la République N'Djamena récemment, de peur d'aller aussi faire un petit tour à Selembao, à Makala. Mais heureusement, juste avant de venir sur ce plateau, je suis tombé sur un article de info.cd parce que c'est là qu'on va commencer, interviewant Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, qui affirme que ces propos ont été dénaturés en fait de leur contexte, c'est-à-dire mal interprétés, et que le président de la République n'invectivait uniquement que des diffamations et des mensonges. Il ajoute que c'est malhonnête de se comporter de la sorte dans le but de salir Félix Tshisekedi. Mais revenons un peu sur ce discours à la diaspora congolaise du Tchad avec Cible Magazine .net, face à un public qui ne cessait de l'applaudir, c'est important de le signifier. Félix Tshisekedi a abordé plusieurs questions d'actualité de la RDC alors qu'il prenait part à la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Les chefs de l'État évoquaient des questions politiques, mais aussi sécuritaires, d'après l'article qui n'en dit pas plus. PPL News, sur Twitter, circonscrit davantage le cadre. Félix Tshisekedi quittait Kinshasa, laissant 2 affaires au chaud, parmi lesquelles les arrestations de son ancien partenaire, plus que frère, Jean-Marc Kabound, mais aussi de Maman Marie, qui est devenue désormais une figure de résistance face au pouvoir en place. Adrienne CS, journaliste de la Libre Afrique, cite une traduction des propos du 5e président de la République démocratique du Congo, le 2e de la 3e République et surtout fils de Étienne Tshisekedi, combattant pour la liberté. Si les prisons doivent être remplies avec des personnes qui mentent sur les chefs de l'État et insultent la première dame, ça ne pose pas de problème, tout en ajoutant un commentaire là-dessus sur l'opposition que vous pouvez lire avec moi. L'opposition y voit un prétexte pour réduire la liberté d'expression à 1 an des élections. Pour les regards info, c'est là qu'on va clore ce sujet, c'est un coup de gueule de Félix Tshisekedi, bien connu pour ne pas avoir sa langue en poche sur des sujets préoccupants. On ne s'attaquait pas qu'à sa gestion politique qu'il aurait pu tolérer, mais bien à sa famille, de l'identité de son épouse. Ses détracteurs ont donc bénéficié d'un sérieux avertissement. On ne pouvait pas mettre un commentaire là-dessus, Christopher. Vous ne voulez pas faire un tour à Selembao? Non, ça ne m'intéresse pas. Okay. Et à votre avis, un autre sujet aurait pu faire la une de la presse congolaise? Oui, Nathalie, et je pense que c'est également de l'avis du président de la République parce qu'il a évoqué face à la diaspora, fort malheureusement, c'est cette polémique qui a pris les dessus sur tout cela. L'autre malheur, c'est que cette prise de parole coïncidait avec un anniversaire triste pour la RDC parce que le M23, soutenu par le Rwanda, totalisait 60 jours d'occupation sur le sol congolais. L'information est encore lisible sur le site d'actualité.cd. Les combattants du M23 se sont emparés de Bunagana, important centre de commerce transfrontalier entre la RDC et l'Ouganda et tout proche du Rwanda, Nord Kivu, depuis le 13 juin 2022. Ce jour-là, 137 soldats, histoire triste, congolais et 37 policiers avaient traversé la frontière et été recueillis par l'UPDF, l'armée ougandaise. La situation a provoqué depuis fin mars la fuite des milliers d'habitants vers l'Ouganda et le Rutshuru. On se pose parfois la question, mais où sont-ils passés ces gens qui vivaient là-bas sur 7.cd. 2 mois après cela, nous renseigne un témoignage qu'on peut voir, j'espère, avec Guilain, que des Congolais, Nathalie, oui, des Congolais sont soumis à l'esclavagisme face à l'absence totale de l'autorité de l'État au poste frontalier. Les rebelles du M23 y dictent leurs lois par la terreur, les intimidations, les tortures et les menaces de tout genre. La cité s'est vidée de ses occupants qui ont trouvé refuge en Ouganda et dans des villages encore sous contrôle des autorités congolaises. Question d'être à l'abri des châtiments de la rébellion. D'après RFI, sur le même sujet, il n'y a à l'heure actuelle aucune issue en vue. Le M23 dit qu'il n'a pas de projet d'avancer et d'occuper d'autres villes
et localités dans la région. Cependant, il y a environ 10 jours, des combats étaient rapportés par l'armée congolaise et des sources onusiennes aux alentours du camp militaire Rumangabo. De son côté, le gouvernement n'est pas prêt à un dialogue avec le M23, qu'il considère, je rappelle, comme un groupe terroriste. Il soutient toujours, s'appuyant sur les récents rapports d'experts des Nations Unies, que le M23 ne résiste que parce qu'il reçoit un appui de Kigali. C'est bien clair. Et nous allons terminer avec deux sujets qui n'ont rien à voir, des communs. Qui n'ont rien à voir et qui ne sont peut-être pas arrivés, malheureusement. J'avais fait signe à Alain Chipaka, que je vois d'ailleurs entrer à la régie, qu'il s'agissait d'une caricature. D'abord, une information sur le CNPP, qu'on peut lire sur Forum des As. CNPP, entendez par là, le Centre Neuropsychopathologique, connu sous cet acronyme-là, CNPP, qui signale qu'il y a une 60aine de malades mentaux actuellement abandonnés. Les centres éprouvent d'énormes difficultés pour leur prise en charge, faute des moyens, et leurs familles qui pouvaient aider ont malheureusement communiqué de mauvaises adresses, d'après le professeur Valentin Malandé, qui est le vice-doyen de la faculté de médecine et médecin directeur de cet établissement. Donc on n'a pas de quoi les nourrir, on n'a pas de quoi payer les médicaments. Ils ont déjà des problèmes graves et sont abandonnés à leur propre merci. Alors je vois que c'est arrivé. On va carrément prendre la caricature pour terminer. La caricature, on peut voir sur la prospérité. J'insistais depuis le début que les deux sujets n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. On voit sur cette caricature le pasteur Denis Dessy, prophète de son état, avec un très grand écran qui visiblement ne fait pas son poids, en train de transpirer, et vous pouvez le lire au-dessus. Ne vous dérangez pas, c'est Fachi qui va gagner les élections en 2023. C'est ce que lui indique son écran prophétique, qu'il ne regarde malheureusement pas. Ouais, on va attendre 2023 pour voir si sa prophétie va se confirmer, Christopher. Merci beaucoup Nathalie Yoko pour ce commentaire. Merci Christopher pour tous ces détails. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.